aujourd'hui, TF1 Info, c'est en moyenne 9 millions de visiteurs uniques tous les mois. Si on prend l'ensemble de ce qu'est TF1 Info, et puis on pourra le détailler, parce qu'évidemment TF1 Info, c'est pas qu'un site, une application, c'est aussi toute l'empreinte digitale de l'information de TF1, y compris sur les réseaux sociaux. C'est 2,6 milliards de vidéos vues l'année dernière. Près de 500 millions de vidéos vues sur le site, c'est 2,1 milliards sur les réseaux sociaux, c'est 11 millions d'abonnés sur nos comptes sociaux. Donc il y a vraiment eu un effet d'accélération. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Julien Laurent qui est le Chief Digital Officer de TF1 Info. Est-ce que je le dis bien? Je ne l'ai pas noté en fait et je réalise d'un coup que j'aurais peut-être dû, parce que je vais peut-être me tromper. Parce que c'est très précis la manière dont vous avez vos titres et les directions, etc. C'est bien ça? C'était remarquable. Bon, super, c'est bien ça. Donc bonjour Julien, merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir de te recevoir. Eh ben merci, je suis très honoré. Alors t'es pas le premier de TF1 Info que je reçois. J'avais reçu il y a 2 ans au lancement Olivier Ravanello. Alors plus côté édito, toi tu es donc plus côté digital et stratégie. Donc on va pouvoir non seulement faire un bilan, mais peut-être aussi plonger un petit peu dans votre organisation, voir comment tout ça est organisé. Est-ce que tu peux, alors je l'avais pas noté, mais peut-être quand même donner ton parcours parce que tu es quand même dans les médias depuis un petit moment. Ah oui, je suis un bébé des médias digitaux, moi. Ouais, exactement. Ouais, et c'est une histoire qui commence très tôt, mon histoire avec l'info, parce que quand j'étais petit, je voulais être présentateur du journal télé. D'accord. Et quand j'avais 9 ans, c'était ça mon rêve. Et bah finalement, je suis pas arrivé très loin. Je suis arrivé à 3 bureaux. Ouais, c'est ça. Mais je fais pas la même chose. Par contre, je travaille avec eux. Ouais, j'ai un vrai parcours dans l'info. Moi, je voulais être journaliste et en fait, j'ai rencontré Internet sur un hasard en cherchant à être journaliste, en essayant de faire un stage. Marrant. Je me suis retrouvé avec quelqu'un qui m'a proposé de rentrer plutôt alors on disait même pas de digital en fait à l'époque, sur le site internet de Télé 7 jours. On est en 98 et donc j'ai déboulé au milieu de la rédaction de Télé 7 jours à faire le site internet de Télé 7 jours. Un peu tout comme seul dans ton coin, un peu ouais, à l'époque quasiment. Hein. On était 3, un peu Ouais. comme des martiens déboulant et sortant d'une soucoupe. Ouais. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc tout mon parcours en fait s'est fait dans l'info, mais plutôt côté d'abord projet, où j'ai appris comment fonctionnait Internet et comment fabriquer Internet, et puis après de plus en plus côté marketing, et en démarrant sur un portail, AOL, Ouais. puis 20 minutes où j'ai participé à cette formidable aventure des années 2005, 2006, 2007, du lancement du journal, et puis... dont on se souvient qu'il avait bien marqué la France. Hein. Ouais, ça avait été un sacré moment, ça. Je me souviens avec les manifs, enfin peut-être pas des manifs, mais en tout cas, ça avait fait beaucoup de bruit. Hein, ça avait fait du potin. Et puis en digital, on arrivait avec une proposition qui était vraiment en rupture, qui était, pour la petite histoire, inspirée d'un site norvégien qui s'appelle VG, ouais. qui avait vraiment inventé une espèce de nouvelle écriture digitale sur les pages d'accueil. Donc c'était vraiment une super aventure avec des gens hyper compétents, avec un patron de rédac qui était Johan Hufnagel, qui est un des fondateurs de Loopsider aujourd'hui. C'était une grande aventure, 20 minutes. Puis après, j'ai dirigé des médias sportifs qui aujourd'hui sont dans le giron de Reworld, Sport 365, Média 365. Et j'ai rejoint TF1. Ça a été un peu ma seule incartade en dehors de l'info. J'ai fait pas mal de MyTF1, de marketing autour des programmes, toujours sur le digital, donc vraiment du MyTF1. Et puis l'info m'a rattrapé parce que à un moment, on s'est posé la question de l'avenir d'LCI. Et il y avait finalement 2 branches, c'était à arrêter ou passer la chaîne en TNT gratuite. Dans ce cadre-là, fallait monter un volet digital, et moi j'ai plutôt participé à ça, à tel point qu'à un moment j'ai dit maintenant qu'on a posé ça, ça serait bien de le faire. Ouais. Et moi je veux bien le faire. Voilà, et ça a été mon retour à l'info avec le lancement d'LCI.fr, qui est aujourd'hui TF1 Info. Et le rachat de Metro News.
Ouais, qui était effectivement dans le groupe et en fait qui a servi, qui a été un des LCI.fr en fait et tout ce volet-là a été côté digital vraiment une fusion des actifs. Ouais. Donc il y avait MyTF1 News qui était un site d'information qui était dans le giron de TF1, petit site d'information, hein, c'était pas une grosse rédaction, il y avait 17 cartes de presse de mémoire. Et puis il y avait Metro News, dont il restait le site metronews.fr. Donc on a fusionné tout ça, on a tout réorganisé, puis on a fait LCI.fr. Ouais. Et aujourd'hui, tout ça est sous la bannière TF1 Info. Exactement. On a réécrit l'histoire il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, hein, puisque le lancement de TF1 Info de mémoire c'est le 24 janvier il y a 2 ans. Et aujourd'hui, TF1 Info c'est la signature digitale de l'information de TF1. On a vraiment enclenché cette démarche de changement de marque, à la fois parce que ça nous semblait plus pertinent pour le grand public qui comprenait pas. En fait, on a fait plein de tests et les gens nous disaient mais je comprends pas pourquoi l'information de TF1 il y a pas de digital. En fait, la réalité c'est qu'il y avait LCI.fr, mais qu'en fait ça couvrait pas la réalité de tout ce qu'on peut produire dans le groupe TF1 en termes d'information. Donc le premier enjeu c'était vis-à-vis du grand public d'avoir une promesse qui était très claire en disant TF1 Info c'est toute l'information de TF1 et c'est très clair pour les gens que LCI c'est TF1. Donc c'est pour ça qu'on y a été sans trop trembler. Et puis il y avait aussi une démarche interne, c'est-à-dire qu'on voulait profiter de cette marque TF1 Info pour embarquer avec nous tous les gens des rédactions de TF1 qui de fait se reconnaissaient pas dans LCI.fr et c'est logique. Donc ça nous a permis aussi d'enclencher beaucoup de choses en interne dans les collaborations. Et si on poussait LCI, pourrait devenir être renommé aussi TF1 Info. Il pourrait y avoir, tu sais, comme ta BFM Business, ta BFM, la marque TF1 est forte, c'est aussi que j'imagine ce qui avait participé un peu à ce rebranding, mais LCI pourrait pas devenir TF1 Info. Ça pourrait, ça serait pas. Après, je crois que l'actionnaire il tient quand même un peu à cette marque. Il y a un côté un petit peu affectif. Ouais, il y a un côté très affectif et puis on n'a pas voulu aller jusque là parce que LCI c'est quand même dans l'esprit des gens une marque qui est très très installée et détruire une marque c'est quand même pas tout à fait anodin. LCI c'est la première chaîne d'information en continu en France, hein, c'est 1994 et voilà on a voulu en plus qui aujourd'hui a une ligne qui est vraiment qui lui est propre, qui est vraiment une ligne éditoriale qui lui est propre, qui est le facteur de son succès. Et donc ça nous a semblé plus pertinent de garder les deux. Et par contre, de les englober dans une promesse globale sur le digital, mais sans pour autant faire le deuil d'LCI, qui d'ailleurs garde visuellement, on voit encore l'empreinte d'LCI sur le site. Alors 2 ans après, quel bilan tu tires d'aventure? C'est positif? Est-ce que est-ce que les objectifs ont été remplis? Ouais, les objectifs ont été remplis. On est très très contents. 2 ans après, finalement, on a eu raison. On a eu raison d'enclencher ce mouvement puisque aujourd'hui, TF1 Info c'est en moyenne 9 millions de visiteurs uniques tous les mois. C'est si on prend l'ensemble de ce qu'est TF1 Info et puis on pourra le détailler parce qu'évidemment TF1 Info c'est pas qu'un site, une application, c'est aussi toute l'empreinte digitale de l'information de TF1 y compris sur les réseaux sociaux. C'est 2,6 milliards de vidéos vues l'année dernière, près de 500 millions de vidéos vues sur le site, c'est 2,1 milliards sur les réseaux sociaux, c'est 11 millions d'abonnés sur nos comptes sociaux. Donc il y a vraiment eu un effet d'accélération qui a accompagné le lancement. Et aujourd'hui, le bilan il est très très positif. D'accord. Et comment vous mesurez vous justement le succès? C'est quoi? C'est cette accumulation un peu d'audience. Vous avez des objectifs? C'est par site, c'est par canal, par programme un peu. Quelles sont les métriques que vous regardez? Ceux que tu viens de citer, j'imagine. Mais comment tu fixes un peu les objectifs? Écoute, nous on regarde pas par programme. Parce qu'en fait, l'information en digital fonctionne pas comme ça. Hein. C'est l'info qui prime. Par contre, on ressort de l'information de tous nos programmes. Non, nous, on fixe nos objectifs. Ils sont globaux. Hein, ils sont. Alors, ça révolutionne pas l'exercice. Hein, on suit évidemment notre reach et nos visiteurs uniques, nos visites, nos pages vues et toutes nos performances. Nous, notre North Star Metric, c'est vraiment la vidéo vue. Parce que notre business model, il est basé sur l'inventaire vidéo qu'on va pouvoir mettre à disposition de la régie. Et donc, c'est vraiment celui-là qu'on suit vraiment en particulier. Et voilà. Et donc, nos objectifs, ils sont assez clairs. On veut continuer à progresser. On sait qu'on n'ira pas forcément challenger les super leaders parce qu'on n'est pas en capacité de produire suffisamment de contenu aujourd'hui pour aller les chercher. Mais on est on voudrait dépasser les 10 millions de visiteurs uniques de façon stable, poursuivre la croissance. Moi j'aimerais bien pouvoir raconter une histoire à plus de 3 milliards l'année prochaine. Ça m'irait très bien. Ouais, bien sûr. Et on n'est pas obligé de s'inscrire sur TF1 Info.
Contrairement, on en parlera après à TF1+, toutes ces plateformes, etc. Mais c'est quand même un objectif qui compte. Vous avez combien d'inscrits là sur TF1 Info? Là, aujourd'hui, on a 250 000 personnes qui ont bien voulu créer un compte pour bénéficier de tous nos services. C'est quel service t'as quand tu te crées un compte? Quand tu te crées un compte, tu as accès d'abord à une information personnalisée, c'est qu'on donne la possibilité à l'utilisateur de choisir spécifiquement les thématiques qui l'intéressent pour lui offrir une expérience vraiment plus sur mesure, personnalisée, qui s'appelle Pour vous. Et d'ailleurs, on a construit vraiment l'application autour de ces deux piliers. Il y en a un troisième qui est apparu récemment, qui est le direct, mais vraiment sur ces deux piliers, en disant voilà, il y a vraiment l'information pour tous, et ça c'est on va dire c'est l'actu du jour, et puis il y a l'information pour vous. C'est associé évidemment avec toute une offre plus CRM, avec une newsletter qui est dédiée à cette partie pour vous. Donc chaque utilisateur reçoit à 18h sa synthèse de l'actualité qui va être personnalisée. On a le JT personnalisé, qui est une fonctionnalité qu'on avait lancé, qu'on avait développée et lancée, qui permet finalement de se faire un peu un JT à la carte. Et puis il y a toute une galaxie d'offres de newsletters à laquelle il a accès. D'accord. Et là-dessus, vous avez des objectifs d'inscrits. Alors, je sais que c'est important, enfin, pour toutes les bonnes raisons, quand tu as de la data, CRM, etc., c'est important. Je sais, ça n'a pas forcément une incidence sur le modèle économique, hein, puisque vous êtes plutôt sur de la publicité, etc. Est-ce que vous avez malgré tout un objectif? Alors, ça a une incidence, parce qu'évidemment, un utilisateur logué, il a plus de valeur publicitaire parce qu'il est adressable sur des ciblages data en publicité. Maintenant, on a un objectif qui est assez simple, c'est plus. Voilà, donc on l'a pas chiffré en fait. Aujourd'hui, de là où on part, en fait, l'ambition, c'est de faire x10, x20, x50. Ouais. Voilà, c'est donc en fait, je peux pas te donner un chiffre. Il faut qu'on fasse plus. On a des gros sujets autour de ça cette année. On a sans doute aussi de grosses opportunités dans la collaboration autour du lancement de TF1+, ouais. Pour se dire qu'il y a une offre, quelque part, une offre globale de compte pour les utilisateurs. Parce que c'est pas le cas là aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, c'est presque le cas. Il n'y a pas de SSO TF1. En fait, il y a un SSO, il est peu lisible. Tu peux, avec ton compte MyTF1, donc aujourd'hui TF1+, utiliser TF1 Info, tu as un compte de fait. C'est assez peu lisible pour l'utilisateur, donc on a un vrai sujet de clarifier tout ça et d'envoyer le signal aux utilisateurs que finalement, en fait, c'est avec TF1 qui va rentrer en relation. T'es dans l'univers, dans l'écosystème TF1, exactement. etc. Ouais, ça, ce serait bien, ça faciliterait évidemment tout ça. L'information TF1 Info, t'en parlais un petit peu. Est-ce que tu peux revenir un peu? Est-ce que les journalistes de TF1, d'LCI travaillent ensemble, et comment est-ce que vous faites le mix un peu toutes les news? Je mettais analyse du direct, du local, l'international. Comment vous fabriquez la news de TF1 Info? Alors, comment on fabrique la news? Alors, il y a un vrai sujet de collaboration, et on en revient au pourquoi de TF1 Info. C'était vraiment ce sujet, c'était de mettre tout le monde, c'est-à-dire toutes les rédactions, en ligne pour qu'ils puissent travailler ensemble. Il y a trois grands univers pour bien comprendre à TF1. Il y a l'information, donc dans la direction de l'information, il y a l'information de rendez-vous, c'est les éditions du 13h, du 20h, du week-end, les magazines d'information qui sont sur TF1. Il y a la chaîne LCI qui est une chaîne d'information continue, et il y a TF1 Info qui est le pôle digital. Le pôle digital, il a vocation à travailler avec l'ensemble des rédactions de TF1 et de LCI. Alors, il y a pas mal eu de mutualisation. Alors, quand Thierry Thuillier est arrivé à la tête de l'information en 2016, il a quand même beaucoup travaillé déjà sur les synergies à mettre en place entre TF1 et LCI. Caricaturalement, c'est comment est-ce qu'on n'envoie pas deux quarts et deux équipes pour le même événement. Traiter le même événement, quoi. Ce qui voilà, une catastrophe. Ce qui est arrivé apparemment chez BFM, on avait eu effectivement des histoires comme ça où ils étaient plusieurs en concurrence, ce qui est pas bon économiquement. Ouais, c'est ça, c'est déjà dur de jouer des coudes ouais. Quand tu veux poser un micro. Si tu le fais avec ton collègue, c'est encore c'est pas très pertinent. Donc il y a eu d'abord un premier travail sur ça, et TF1 Info nous a permis ensuite de poser des bases d'organisation qui ont rapproché le digital avec les rédactions des antennes. Typiquement, maintenant, aujourd'hui, on a systématiquement une présence digitale dans les confs de rédac, des JT. On a mis en place un circuit comme ça, on sait sur quel sujet le JT va partir. Du coup, la rédaction digitale part sur les mêmes sujets, va l'enrichir avec des angles plus variés, etc. Mais voilà, donc il y a un vrai travail dans la conduite de l'information pour aligner les lignes éditoriales et pour mettre des gens dans les mêmes salles au même moment, de façon à aligner la création et toute la production éditoriale. Il y a de nombreux travaux qui ont été mis en place avec les éditions sur des dispositifs qui sont des dispositifs télé et digitaux également.
Ouais, parce que la télé, justement, eux, le digital, ils le voient comme un complément, comme un second temps, ou est-ce que maintenant ils l'intègrent comme un tout? Je veux dire, est-ce qu'il y a une hiérarchie? C'est peut-être une question basique. Tu vas me dire non, évidemment, mais est-ce que ça y est, le digital, il est partout, tout le temps, et on pense tous les sujets avec leur déclinaison digitale? J'imagine que toi, tu te bats pour ça, mais est-ce qu'à l'antenne, c'est le cas? Ouais, c'est le cas, c'est de plus en plus le cas. On pense pas encore vraiment les sujets en se disant que c'est du digital, mais par contre, tout le monde travaille ensemble. Mmh. Et donc, on va faire intervenir des personnes de l'antenne sur des sujets qui sont purement digitaux. On va de plus en plus penser des formats antennes pour qu'ils puissent avoir une vie sur le digital. Un très bon exemple, c'est que la rédaction de TF1, dans les JT, a commencé à tester des formats longs. Mmh. Donc, traditionnellement, le sujet dans un JT, c'est 1 minute 30, 2 minutes. Ça peut tirer jusqu'à 3 sur certains formats un petit peu longs. On a fait quelques tests sur des formats de 8 minutes, qui sont vraiment des enquêtes. Et on les a pas simplement fait parce que c'était joli dans un JT de faire un format de 8 minutes, mais c'est aussi parce qu'un format de 8 minutes, derrière, il vit très très bien sur YouTube. Ouais. Donc, de plus en plus, on intègre la dimension digitale dans la conduite des JT. On peut pas dire que c'est encore systématique, mais c'est pas grave. Ok. Et vous vous améliorez, et tu te bats au quotidien pour que ce soit le cas. Et après, il y a aussi des personnes qui aident. Je pense à des Yanni, par exemple, Yanni Kézard, qui font aussi des bons ponts un peu entre tout ça. Ouais, exactement. Yanni, alors évidemment, Yanni, il est extrêmement contributeur Qui à s'occupe cette de dynamique-là. l'innovation, de l'info C'est ça. chez TF1. Mais il y a de plus en plus de profils, j'allais dire de profils mixtes. C'est-à-dire que aujourd'hui, une personne qui travaille au JT peut être appelée par les équipes sociales pour faire un format, Ouais. un explainer uniquement sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus, il y a même des profils vraiment, vraiment hybrides. Avec des gens qui vont travailler pour le digital, mais aussi parfois passer à l'antenne. Là récemment, on a autour de la COP, on a une personne qui est arrivée à la rédaction, qui est en charge des sujets d'écologie, et elle, son mandat, il est transversal. Il est antenne et digital. Ok. De base, c'est presque contractuel et il n'y a pas de hiérarchie ou de temps, etc. C'est global. Non, c'est ça. C'est de plus en plus global. Et en même temps, on fait pas, on n'est pas toujours sur les mêmes temporalités. Donc après, tout le grand jeu, c'est de jouer sur la complémentarité. Ouais, exactement. Et comment vous différenciez TF1 Info d'autres plateformes médias? Alors, je mettais comme France Info, tu vois, qui aujourd'hui a du son, de la vidéo, du texte. C'est quoi votre grand élément de différenciation? Notre grand élément, c'est d'abord notre marque, en fait. C'est d'abord cette signature qui est très large. Peut-être que, alors, ce qui nous différencie peut-être le plus, c'est l'incroyable éventail des contenus qu'on met en avant. Et nous, on a fait le choix de se dire, on va offrir autant l'expertise très fine parfois sur des sujets pointus que peut proposer LCI, que des sujets très, très concernants du quotidien, très pratico-pratiques parfois, que peuvent proposer les JT. On va C'est peut-être un des meilleurs exemples, c'est Votre plus beau marché. Mmh. Votre plus beau marché aujourd'hui, c'est un dispositif du Trésor qui propose l'élection du plus beau marché de France. C'est la 6e année qu'on le fait, en tout cas, on a fait la 6e année cette année. Et c'est un gros dispositif digital. C'est-à-dire que dans TF1 Info, ça a une place hyper importante. Il y a une mécanique vraiment de renvoi à l'antenne. Hein. C'est les gens votent sur TF1 Info pour élire pour le Trésor Qui sera le plus beau annoncé marché et de France. montré, etc. Ouais. Voilà, c'est ça, qui est annoncé ensuite au Trésor. Voilà, donc c'est peut-être ça qui fait notre différence. C'est d'être parfois très très proche des gens, également très experts, mais d'assumer cet éventail. Et puis d'assumer que on n'est pas aussi que sur des sujets d'expertise extrêmement fines et que on est dans la ligne aussi de l'info de TF1 qui est très marquée par la proximité, le concernant. Voilà, on est là pour aider les gens au quotidien et c'est important dans TF1 Info. Ouais. Et pour les jeunes, parce que j'imagine que le meilleur marché, votre plus beau marché, c'est pas spécialement une audience très jeune qui suit ça. Enfin, je dis ça, mais peut-être que si. Qu'est-ce que vous faites? Il y a de la conquête un peu pour les audiences plus jeunes sur TF1 Info? Ouais, il y a de la conquête sur, oui. Après, c'est Encore jamais une fois, facile, l'info et les jeunes. Hein. On sait que c'est des sujets compliqués et qui vont pas spécialement sur des sites d'info, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi un pan qu'on t'a rapidement évoqué. Hein, TF1 Info, ce n'est pas que le site et l'appli. Qu'est-ce que vous faites pour aller conquérir des nouvelles audiences?
Alors, on fait plusieurs choses. On réfléchit pas systématiquement format. On réfléchit d'abord sur comment est-ce qu'on distribue nos contenus partout. En fait, on part du principe que un sujet de JT, il n'y a pas de raison qu'il soit que pour un public de JT. Il y a un tel niveau de qualité quelque part dans la fabrication qu'il n'y a aucune raison qu'il ne touche pas un public, y compris les plus jeunes. Donc déjà, on se dit pas... Au-delà de la qualité, c'est le fond, le contenu même. Ça peut pas forcément intéresser de voir fabricant, j'en sais rien, mais au-delà de la qualité qui est très bonne par ailleurs, mais tous les sujets n'intéressent pas forcément les jeunes. Non, tous les sujets intéressent pas les jeunes, mais ça c'est du coup nous on a au digital on a un peu cette fonction de tour d'aiguillage, de tour de contrôle. On fait des sélections typiquement dans les sujets du JT pour ensuite choisir où est-ce qu'on va aller les distribuer pour toucher des cibles. Et la réalité, c'est qu'en fait, un sujet, il va toucher une certaine cible au JT à la télé à 20h. Donc, en général, un public qui a une médiane de 50 plus. Ouais. Il va toucher sur TF1 Info, sur le site et l'application, un public qui a plutôt 40 plus. Il va aller toucher sur YouTube un public qui a 30 plus. Et quand on va choisir de le verticaliser, parce que on pense que celui-là, il va avoir un écho, et ben on va le verticaliser et il va aller toucher un public 20 ans de plus, 20 ans et plus sur les réseaux, Insta, Snap et TikTok. Ouais. Voilà, donc en fait c'est plus, encore une fois, on va pas forcément produire spécifiquement, on en fait bien sûr, mais on va dire le gros de la troupe, c'est nos sujets qui sont ensuite habilement aiguillés pour aller toucher tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison que la plupart du temps ils intéressent pas tout le monde. Ouais, enfin en tout cas on peut essayer, en tout cas l'espérer et essayer. Et ça marche. Vous avez des études un peu de notoriété sur les jeunes, parce qu'on peut rester sur l'image que les jeunes ne regardent plus la télévision et donc TF1 c'est peut-être un peu loin de leur univers, etc. Pour autant sur les réseaux sociaux vous êtes bon sur un TikTok par exemple. J'ai pas regardé, alors je suis pas sur TikTok en l'occurrence donc je peux le dire, mais je suis pas allé regarder. Ça marche bien TF1 Info sur TikTok? TF1 Info, ça marche très bien. On a 1 200 000 abonnés sur TikTok, une très très forte croissance et des contenus qui vont faire 8-9 millions de vues sur TikTok. Donc ça fonctionne vraiment bien. Et l'organisation qu'on a mis en place justement autour de la verticalisation des sujets, en créant vraiment un pôle spécial qui s'appelle le studio chez nous, est vraiment vraiment probante de ce point de vue-là. Ouais. Ok, bon, ça c'est bien de le dire. Alors, autre nouveauté dans les programmes, j'en parle parce que mais tu vas me dire si ça a eu un impact chez vous, c'est les audiences de Bonjour, la nouvelle matinale, qui sont a priori donc excellentes. Donc c'est cool, bravo à vous. Et bah, bravo à eux. Surtout. Ouais, bravo à eux. Donc plus de 500 000 téléspectateurs pour le démarrage. Est-ce qu'il y a des ponts à faire avec TF1 Info? Est-ce que vous avez été impliqué d'une manière ou d'une autre chez TF1 Info? Comment tu vis ça? Alors il faut quand même dire que la création de la matinale, ça a été une mission commando et que c'est extrêmement satisfaisant que on va dire que les premiers indices montrent que ça va vraiment rencontrer un public. Ouais. Oui, on a pas mal travaillé avec l'équipe de la matinale, avec Antoine Guélo qui est le patron du projet, et avec Bruce et son équipe à plusieurs niveaux. D'abord, on a mis en place, alors maintenant on commence à très bien le faire, on a mis en place des dispositifs interactifs antenne digitale avec une rubrique qui s'appelle Bonjour, la matinale vous répond, où on a Jean-Marie Bakayoko qui va faire un petit peu le Julien Courbet, c'est-à-dire qu'il va proposer aux gens de leur raconter, de lui envoyer des images d'un problème qu'ils peuvent avoir, d'une arnaque dont ils sont victimes, et lui il va répondre à l'antenne. On a pas mal travaillé avec eux aussi sur la détection de sujets, parce que le challenge d'une matinale, c'est que ça commence très très tôt et qu'il faut très vite mettre du bois dans la chaudière du contenu. Et sur ça, on les a équipés en particulier d'outils d'intelligence de veille sur les réseaux sociaux, de façon à ce qu'ils puissent très vite identifier en temps réel les sujets qui sont en train de prendre dans la matinée, quoi. Ouais. Parce qu'ils démarrent un peu avant tout le monde. Eux, ils démarrent avant tout le monde, et c'est toujours une tannée de se dire, on va dire, il y a 30 ans, on ouvrait toute la presse quotidienne régionale, d'autant qu'en plus les régions sont une vraie promesse de la matinale. Là maintenant, ils sont équipés avec un outil digital qui leur permet de voir qu'est-ce qui, dans la production de la PQR ou de la PHR, crée le plus d'engagement, crée le plus d'intérêt, les aider à détecter des histoires aussi pour aller déclencher les correspondants en région. Voilà, donc on a quand même pas mal travaillé avec eux. On a sans doute encore beaucoup de choses à construire. L'autre volet, c'est comment est-ce qu'on exploite ces contenus. Oui. Puisqu'en fait, tu les fais revivre, toi, sur le site, l'app, les réseaux, qu'on peut récupérer tout ça, quoi. C'est ça, nous, le cycle de vie des contenus est vraiment au cœur de notre réflexion.
Et évidemment, on veut pas gâcher entre guillemets, gâcher en digital, c'est-à-dire ne pas exploiter en digital un contenu qui soit. C'est une émission de chronique, et donc ces chroniques, elles vont être très centrées autour encore une fois des enjeux des gens. C'est très TF1. Et ça, ces contenus-là, maintenant, on a vraiment un circuit. On connaît le conducteur, on reçoit les contenus, on sait que la rédaction digitale va pouvoir travailler autour pour les propulser sur les réseaux sociaux, mais également écrire des articles complémentaires en utilisant la chronique pour s'assurer que elle va toucher toutes les sources d'acquisition d'audience, et donc elle va toucher un plus large public. Donc on a aussi pas mal travaillé avec eux sur bien comprendre l'émission. En fait, c'est beaucoup de communication pour fluidifier les échanges, anticiper et récupérer les contenus le plus tôt possible et le plus smooth possible, en fait. Ouais, c'est exactement ça. On a beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on exploite au maximum toute la valeur de contenu qui est produite par nos antennes. Ouais. Et en allant vite. Et en allant vite, en anticipant au maximum. Donc ça suppose que les gens y soient présents, ça suppose que les gens y se parlent beaucoup. Ouais. Et donc, ouais, on travaille vraiment beaucoup dans cet axe-là. Ouais, j'imagine bien. Autre grande nouveauté, décidément, il y a quand même pas mal de nouveautés chez TF1. Ça bouge TF1+, donc cette revamping de MyTF1 avec une place plus importante pour l'info. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, et sur TF1+, donc là, même si c'est pas ton projet, mais je pense que tu peux un peu en dire deux mots, et puis surtout quel lien, quelle synergie avec l'info et TF1 Info là-dessus? Alors il faut regarder, il y a deux aspects à regarder. Le premier, c'est celui de la complémentarité entre TF1 Info et TF1+. TF1+, c'est la plateforme de streaming du groupe TF1 gratuit. Ça a vocation à devenir une alternative pour les utilisateurs à Netflix, pour des gens qui n'ont pas forcément envie de payer Netflix ou qui veulent regarder des programmes. Voilà, des programmes qu'il n'y a pas ailleurs. Exactement. Et là-dedans, effectivement, il va y avoir de l'info. Mais les deux plateformes, elles sont très très complémentaires. Quand on regarde, alors TF1+, c'est feu MyTF1. Quand on regarde le recouvrement des audiences, il est finalement assez faible. C'est jamais plus de 30% d'audience. Donc, les deux permettent de toucher un plus large public quand ils sont mis ensemble. Et en plus, ils correspondent à des usages qui sont très différents. Quelque part, TF1 Info, c'est l'information tous les jours sur ton mobile, toute la journée. TF1+, c'est j'ai envie de me poser, je suis dans mon canapé et je suis dans une session longue et je vais soit regarder Koh-Lanta ou un film parce que il y a un catalogue de films à disposition dans la plateforme, ou m'informer. Et pour ce qui est de l'information, effectivement, l'information était peu présente dans un MyTF1, c'est beaucoup plus le cas. Là, dans ce cadre-là, il y a deux choses. Il y a la consommation vraiment en streaming direct. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a un vrai usage autour du direct de l'info. Aujourd'hui, une bonne partie de la consommation sur un TF1+, est portée par le fait de regarder le 20h ou de regarder la chaîne LCI. En live. Et on a développé toute une galaxie d'offres complémentaires autour de ça. Donc, on a commencé par créer des chaînes digitales linéaires qui sont des simili directs et qui sont disponibles uniquement sur la plateforme. Une en particulier qu'on a lancée autour de notre signature Notre Planète, qui est tous les contenus autour des enjeux climatiques produits par la direction de l'info. On a créé un nouveau format qui s'appelle Top Info, qui est un format court de 3 à 5 minutes. Il y en a 3 à 5 par jour, qui sont plutôt des explainers de l'information qu'il faut avoir vue dans la journée. Voilà, donc il y a évidemment beaucoup plus d'infos dans TF1+ qu'il y en avait, et tant mieux, et ça a un vrai sens, parce que l'info, d'abord, elle est tout à fait dans l'ADN de TF1, et ça c'est très clair pour les utilisateurs, mais l'info, elle a aussi cette vertu de faire revenir les gens quotidiennement, et à côté de ça, il y a une vraie complémentarité, et TF1 Info plus TF1+, égale une expérience globale TF1 en digital toute la journée dans les gens, quel que soit leur usage, quel que soit leur moment et quel que soit le temps qu'ils ont à passer, quoi. Voilà, c'est du TF1 toute la journée, t'es dedans, t'as tout. C'est complet. Voilà. Et ouais, j'ai vu donc ces chaînes, il y en a au moins une trentaine de chaînes, enfin relinéarisées, comme tu le dis. C'est sur toutes les thématiques. Et ça, bon, il est un peu tôt, j'imagine, pour avoir des retours sur les usages. Écoute, on a 2 jours d'expérience,
Donc c'est Laisse-moi le temps de brancher l'analytique. oui, c'est ça. On va voir. Et de toute façon, on croit que c'est un usage qui va se développer et on a tellement de matériel entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a tellement de contenu à valoriser que nous, on veut encourager cet usage. Ouais. Et on a effectivement des projets sur l'info. On va les multiplier parce qu'on a en plus un patrimoine de contenu qui est absolument colossal. Ouais. Oui, ça c'est clair. Je reviens une seconde sur TF1+. Tu disais quand même des grandes nouveautés, c'est sur la distribution. Je sais pas si tu peux en parler ou pas. Le fait d'être plus disponible comme une application, comme les autres, vraiment. Tu parlais de faire concurrence, alors dans la mesure du possible, à un Netflix, mais c'est vraiment installer TF1+ comme un service global de streaming gratuit qu'on trouve partout sans barrière. Ouais, c'est ça. L'ambition, c'est de se dire, là où je trouve Netflix, je trouve TF1+. Ouais. C'est sans doute ça, effectivement, la très grande nouveauté. C'est évidemment une nouvelle marque et c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure. Il y a beaucoup plus de contenu qu'il y avait dans MyTF1 parce qu'il y a des contenus qui sont disponibles uniquement sur la plateforme. C'est à la fois du linéaire et du contenu à la demande, mais c'est effectivement surtout une application que vous pouvez installer sur n'importe quel téléconnecté, sur n'importe quel smartphone, évidemment, sur n'importe quel ordinateur. Mais le vrai changement, c'est ça, c'est que ça va aller jusqu'au bouton sur la télécommande sur certaines télés. D'accord. Et c'est un exemple où vous travaillez là-dessus, vous essayez de travailler c'est très concret. Hein. Ouais, il y aura un bouton. Il y a certains téléviseurs qui vont proposer un bouton TF1+ directement sur la télécommande. Ça, c'est pas mal. Je sais que ça marque les esprits quand même. Je sais pas après c'est comme vous êtes le numéro 1, enfin la chaîne 1, et effectivement quand tu vois un bouton Netflix, si tu dis que demain t'as un bouton TF1+, alors je pense que ça doit coûter cher, mais je pense que ça peut marcher. Écoute, sur le cher, c'est pas moi qui ai fait des deals, donc je n'en ai aucune idée. J'imagine que c'est plutôt compliqué parce que c'est industriel. Ah non, mais ça doit être très compliqué. Derrière, faut que ça fonctionne. On suivra ça. On revient 2 secondes sur TF1 Info. Alors plus côté produit, si tu le veux bien, parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de ton giron. Savoir un peu comment vous êtes organisé, quelles ressources tu as dans les équipes, est-ce que vous développez en interne. Alors je l'avais dit quand j'avais eu Olivier, on travaille ensemble chez Cosa Vostra, on fait pour vous l'UX, lui, etc. Après les développements, est-ce que c'est fait en interne? Comment vous êtes organisé? Alors effectivement, une très grande partie est faite en interne. L'application, elle est externalisée. On a une très forte culture produit. Moi-même, je viens du produit et aujourd'hui, on peut dire que c'est globalement la roadmap produit qui bat le rythme. Ouais. On est organisé en feature team assez classiquement avec de l'app, du web, du CMS et de l'API. Quand tu dis que tout est fait en interne, effectivement, je pense que un des meilleurs choix qu'on ait fait, et on l'a fait dès le début d'LCI.fr, ça a été de développer notre propre CMS. Donc on a notre propre outil et donc c'est l'équipe produit qui façonne, évidemment en lien avec la rédaction, mais aussi en lien avec les autres équipes de la direction marketing, c'est-à-dire l'audience, le revenu management, c'est nous qui développons l'outil. Ça, t'es convaincu qu'il faut avoir son CMS, un CMS sur mesure? Je suis pas si je suis convaincu parce que oui, en tout cas, c'est convaincant. C'est-à-dire, c'est parfois pas possible. Et je me mets dans les bottes des autres. Mais pour être très franc, on a fait ce choix au début en se disant, et en plus, on va le vendre. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que on n'allait pas le vendre, que au niveau de la France, il n'y a pas vraiment de marché, qu'il faut être international pour que ça ait un tant soit peu de sens. Ouais, et même je crois que ça reste compliqué pour tout le monde, tous ceux qui essaient, etc. Il y a quelques ventes, mais c'est pas des gros business. C'est toujours tentant, effectivement. Mais c'est tentant. On a fait un très bon CMS. Vraiment pour le coup, pour connaître aussi un peu ceux des autres. On est vraiment fiers de l'outil. Il nous aide beaucoup à plein de niveaux. Il nous aide à dialoguer avec la rédaction. Il nous aide à intégrer directement des enjeux marketing dans les processus de création et de publication. Je vais prendre un exemple très bête, mais aujourd'hui, quand un journaliste écrit un article dans le CMS, il a un score SEO. Voilà, donc ça nous permet de vraiment façonner le produit, de façonner l'expérience, mais aussi de créer de la performance. Donc oui, mon expérience, c'est que c'est très probant. Maintenant, c'est un coût qu'il faut assumer. Il faut une certaine taille au départ, ou un investissement, mais ok, aujourd'hui vous êtes bien. Ouais, c'est ça, c'est un sacré billet quand même. Hein. Ouais. Mais on l'a amorti, je pense, très très largement en 8 ans d'utilisation.
Oui, c'est ça. Puis c'est évolutif. Et donc ça, c'est vos équipes qui font ça. Vous avez la main entièrement là-dessus. C'est fait entièrement en interne, ça pour le coup. C'est fait intégralement en interne. Après, pour développer, on est aujourd'hui la partie TF1 Info, on développe tout ce qui est expérience et donc les sites, les applications, le CMS, je l'ai dit. On travaille aussi en lien avec TF1 Plus, puisqu'on a des stacks techniques qu'on partage. Typiquement, le player c'est un player maison. Et donc, c'est le même player sur TF1 Plus et sur TF1 Info. Ça, c'est pas l'équipe TF1 Info qui le développe. D'accord. On va travailler avec eux C'est pour un player maison entièrement. entièrement maison. Ok. Et ça, tu sais pourquoi c'était des questions, parce que bon, il y a pas mal de gros acteurs aussi là-dessus, mais non, c'était des Brightcove, etc., DJTK, il y en a plein. Non, c'était une volonté pareil de maîtriser sa techno et son destin. C'est historique, donc je peux pas te donner. C'était fait bien avant que j'arrive dans le groupe TF1, puisque ça s'est fait avec petit souvenir pour les moins jeunes d'entre nous avec Watt.tv. Ouais. Donc c'était historiquement, non, c'était historiquement le player de Watt.tv. Je pense que ça procède de la même réflexion pour le CMS. Ouais. C'est qu'en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand on a des enjeux métiers, bah au moins on a la main. C'est vraiment la même logique que le CMS. Ok, écoute, très clair. On parlait un peu de fidélisation. Est-ce que vous avez une culture de faire des tests pour justement améliorer un peu en prenant en retour des feedbacks? Qu'est-ce que vous avez comme bonne pratique là-dessus? Sur les tests utilisateurs, alors oui, évidemment, alors il y a test et test, c'est-à-dire qu'il y a évidemment tous les tests utilisateurs et alors on pourrait ouvrir une boutique de toutes les études qu'on a pu faire, de tous les tests qu'on a pu faire avant TF1 Info pour essayer de bien comprendre et de bien cerner les besoins des gens en termes d'information. Il a sorti des choses d'ailleurs assez fortes qui nous ont amené à une valeur absolument centrale dans notre approche qui est la simplicité. Et on pourra parler de fatigue informationnelle, mais Ouais. nous on a vraiment essayé de le traduire dans l'expérience et le produit. Après oui, on a vraiment des runs de tests systématiques. Nous on travaille beaucoup en A/B testing. On est très convaincu par cette approche qui, quand on n'a pas une masse critique dingue, on n'a pas une équipe de 500 personnes, hein, donc c'est souvent ce qui permet de définir le mieux les quick wins. Et on travaille de plus en plus de façon itérative par cycle de test autour de tout ce qui est CRM et de tout ce qui est conversion de nos utilisateurs. On va dire du statut de je viens de Discover, je regarde le site sans accepter les cookies à je suis un utilisateur de l'application qui a créé un compte. Ouais. Voilà, on travaille Tout vraiment ça est bien identifié, bien segmenté. Vous travaillez chacune de ces. voilà, et on travaille vraiment à segmenter. Nous, notre enjeu, il est vraiment de réaliser, de mener les gens au bout de ce funnel, c'est-à-dire de partir d'un utilisateur avec qui on n'a pas de relation et qui n'a pas forcément envie d'en avoir une, à un utilisateur fidèle qui a un compte chez nous, qui utilise nos services, qui revient plus souvent et qui est abonné à nos newsletters. Ouais. Il y a du boulot entre chaque, mais vous travaillez bien. Tout ça sert évidemment la monétisation. Est-ce que tu peux me dire comment vous monétisez TF1 Info? Est-ce que il y a une régie dédiée? Forcément, c'est plus simple de monétiser un Starac que des articles sur la guerre, hein, tu sais. Enfin, tu le sais bien. Comment se passe la monétisation de TF1 Info? Alors t'as raison, c'est plus facile d'aller voir monsieur, on va pas citer de marque, mais monsieur qui fait, ou madame d'ailleurs, qui fait des cosmétiques en lui expliquant que c'est vachement mieux d'annoncer sur la Starac pour parler de son nouveau gel de cheveux Ouais. que d'aller annoncer sur l'info. Pour autant, il faut casser quand même un mythe. Les annonceurs sont assez peu retors quand il s'agit d'infos. On a mesuré, hein, on a à peine plus de 5% des annonceurs qui demandent une exclusion de l'info. D'accord. Donc ça c'est pas vrai. Nous on travaille avec TF1 Publicité, qui est la régie que tout le monde connaît et qui est quand même une très 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 grosse régie, qui est la régie à la fois de TF1 Plus et de TF1 Info. Et ce sont soit des offres spécifiques, donc on a des campagnes qui sont vendues en gré à gré par la régie, ou des offres qui sont bundle, qui sont sur des cibles affinitaires, qui sont dans des packages data. Donc on a vraiment une offre très très complète. Ce qui est vraiment le plus vendu en spécifique sur TF1 Info, ce sont les opérations spéciales. Ouais. Où là, il y a vraiment une équipe dédiée à la régie et une équipe chez moi pour travailler en coordination sur des réponses à des briefs ou faire des propositions à des annonceurs sur des dispositifs qui vont être plus coups humains. Et donc, uniquement pour TF1 Info. Là, ça va être en général uniquement du TF1 Info. Ça peut être des offres couplées.
On a travaillé récemment à mettre en place une offre autour de la signature Automoto. Automoto, c'est une signature historique de TF1. C'était on dit plus replay, mais c'était du streaming sur TF1+, ex MyTF1. C'est aujourd'hui aussi une rubrique dans TF1 Info où on retravaille des articles sur la base des reportages d'Automoto, et donc ça a vocation à de plus en plus à servir d'exemple pour montrer qu'on peut tout à fait bundliser des offres entre les deux plateformes. Ouais. Ok. Et par exemple, sur l'exclusion des annonceurs, tu as des dispositifs quand même, parce qu'on parle souvent de brand safety, etc., qui excluent certains types de contenus de ces dispositifs. Comment, si j'ai fait une opération spéciale quand même sur TF1 Info, je m'assure que ma marque, elle est pas en face d'un truc, d'un attentat. Alors, si t'es dans un dispositif d'opération spéciale, il y aura pas de problème, parce que de toute façon, on pense à brand safety dès le début de l'opération. Et donc, il y aura quasiment pas de porosité entre les contenus. L'annonceur, il sera dans son univers. Okay, et nous, on a beaucoup vraiment réfléchi en termes d'univers, ce qu'on appelle des offres chez nous. Voilà. Une verticale, une rubrique concret, ad hoc, etc. Donc voilà, très très compartimenté. Ouais, ça c'est très brand safe. Après, on a évidemment tous les systèmes de sécurité pour exclure la publicité de certains contenus si ça pose un problème. Mais pour être très franc, on s'en sert jamais. D'accord. C'est à quel niveau? C'est au niveau du journaliste? Il doit cocher tel type de contenu, machin? Enfin, pardon, je dis machin, mais comment ça se passe techniquement? Bon, c'est l'équipe. C'est jamais la rédaction, parce qu'on n'enquiquine pas la rédaction avec les sujets pubs. Ils ont vraiment d'autres choses à faire. Non, c'est l'équipe marketing, et évidemment, c'est une case à cocher dans notre fameux petit CMS, qui est la fameuse case No Ads, où c'est pas très dur, mais très honnêtement, on s'en sert jamais. Nous, on a plutôt réfléchi, plutôt que de voir du côté des problèmes, on a essayé de regarder du côté de piloter devant l'avion. Et donc, on a toute une partie de notre production qui est, en tout cas, je parle de production, mais de nos contenus, qui est très brand safe, en fait. Et j'en reviens à la signature de TF1. Quand on regarde un JT, il va y avoir 10 minutes de news, 10 minutes de mag, 10 minutes d'évasion et de découverte et d'élargissement de l'info. Je caricature un peu, c'est évidemment plus subtil que ça, mais et donc ça veut dire que finalement il y a les 2 tiers de nos contenus qui posent pas de problème. Ouais. Et donc tu vous concentrez là-dessus. Et puis après, si effectivement c'est peut-être aussi l'audience, quoi. Si vous avez pas de problème avec l'audience, que les gens ne remontent pas de problème, il y a pas de raison non plus de trop se prendre la tête. Non, exactement. Et puis après, la régie a toute possibilité de cibler habilement et utilement nos catégories. Tout est mappé, tout est organisé pour. Hein. Ouais. Autre sujet que tu as un peu évoqué, en tout cas, tu utilisais le terme de fatigue informationnelle. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Je vais essayer un peu de creuser justement sur Mediarama cette année. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans le produit, et comment est-ce que ça se traduit? Alors oui, on l'a vraiment pris, et ça ressortait beaucoup des études et des tests utilisateurs qu'on a fait. Il y a un appel des gens à lutter contre la fatigue informationnelle, et le mot qui revenait le plus souvent, c'est moi je veux quelque chose de simple. Je veux quelque chose de très simple. Et donc en fait, on a fait de la simplicité vraiment une valeur dans la culture produit. D'accord. Et quand tu dis simplicité, c'est simplicité dans tous les sens du terme, que ce soit pas trop chargé une page, c'est sur l'UX, c'est sur plein de choses, c'est sur tout. Ouais, ça se traduit beaucoup dans l'expérience utilisateur. Ça s'est traduit finalement, ce qui est assez symbolique, c'est la façon dont on a construit la Home. La Home, c'est 2 onglets et non pas 500 000 onglets de catégories, parce qu'on sait très bien que les gens ils vont pas naviguer par catégorie. Ils sont là pour 5 minutes et ils sont là pour prendre l'info. C'est une Home sous forme de story avec les 4 choses que tu dois savoir à l'instant T. Et si tu t'arrêtes là, eh ben c'est pas grave. Et ensuite, c'est pas une Home surhiérarchisée par catégorie, c'est un fil info en fait. On va présenter notre info de façon chronologique. Et donc c'est vraiment cette vertu de la simplicité. D'abord, ça a d'autres vertus, c'est que ça permet qu'on n'ait pas des gens qui éditent la Home pendant des heures, ce qui, je crois, ne sert plus à grand chose. Et puis, par ailleurs, ça nous permet d'avoir vraiment une présentation de l'information qui est très très simple, qui est très très claire. On n'a même pas forcément mis d'image. On se dit que le titre parle de lui-même. Voilà. Donc, une Home très légère, une offre très simple.
des pages articles qui sont relativement épurées. On a essayé de lutter aussi absolument contre le côté sapin de Noël d'une page article. On veut que l'expérience d'une page article, elle soit fluide, elle soit simple. Les gens, ils sont là pour lire du texte ou regarder une vidéo, pas pour essayer de lutter contre des bannières et des pop-up qui sautent dans tous les sens. Ouais, mais souvent bannière pop-up, c'est de la publicité, donc t'en mets moins, donc tu monétises moins. C'est une question. Absolument, mais en même temps, tu respectes ton utilisateur. Et nous, je crois qu'on a beaucoup travaillé sur le mix idéal entre expérience, chorégraphie publicitaire. On avait même utilisé ce mot-là, la chorégraphie publicitaire. Non, mais vraiment, on a réfléchi à la chorégraphie publicitaire de nos pages de façon à ce qu'on ait le moins de friction possible, sachant qu'on fait vivre en plus du texte et de la vidéo. C'était déjà un challenge. On sait que nous, notre modèle, il est d'abord sur la vidéo in-stream et sur la publicité vidéo. Parce que c'est ce qui rapporte le plus et que vous savez bien faire et qui est dans votre ADN. Exactement. Et donc, on a finalement résolu ça de façon très simple en se disant, il faut que l'expérience vidéo, elle soit parfaitement intégrée à la page article et qu'à l'intérieur de la vidéo, il y ait une pub qui aille bien. Et on va dire que le reste, c'est vite de la pocket money en vrai, quoi. Donc, oui, je pense que c'est important de le rappeler. En tout cas, vaut peut-être mieux en faire moins, mais mieux. Et j'imagine qu'un annonceur, ça, il l'entend. Ouais, absolument. On le valorise beaucoup dans les premiumisation quelque part, meilleure attention de l'utilisateur sur ta pub, quoi, sur ton produit, s'il y en a moins et qu'elle est mieux mise en avant. Exactement. Et du coup, on a des taux de complétion publicitaire qui sont vraiment très, très, très bons pour un média d'info. Je reviens sur la pub vidéo, mais c'est pour le donner comme exemple. C'est beaucoup, pour des raisons surtout de monétisation, vont à tout prix mettre une vidéo quelque part dans un coin à côté d'un texte. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. La vidéo, elle a un sens. Elle est choisie spécifiquement pour accompagner cet article. C'est une illustration. Et s'il y a une pub devant, en fait, c'est ça la chorégraphie publicitaire. Je t'ai pas mis une pub vidéo pour te mettre une pub vidéo. Il y a une pub vidéo devant un contenu qui a une vraie valeur parce que c'est une vidéo d'illustration qui accompagne un article que t'es venu chercher pas par hasard. Ouais. Ça fait la différence quand même. On croit, en tout cas, on se tient à cette ligne-là et ça fonctionne. Aujourd'hui. Ça fonctionne. Les résultats financiers de monétisation de TF1 Info sont bons. Ouais, au-delà de la progression en volume des audiences, est-ce que vous avez augmenté le CPM? Je sais pas, alors pareil, comment là tu mesures ça, mais c'est un bon produit. Ouais, c'est un bon produit. On a alors augmenté la valeur CPM, non, mais par contre, on a considérablement développé l'audience. Donc, on a un inventaire qui est infiniment plus large que ce qu'il était au début. Il est aussi de très bonne qualité. On en a parlé. Ouais. Et les résultats, sont très bons. On a la chance de ne pas perdre d'argent, ce qui est un luxe dans le monde de l'info et ce qui était aussi notre objectif, c'est qu'on voulait démontrer qu'on pouvait tenir un modèle économique autour de l'information. Et aujourd'hui, c'est un pari qu'on continue à courir, mais qui est en partie réussi. Ouais. Bravo. Merci. Bravo, et je descends de bravo à tous, parce que ça a été quand même un vrai travail groupé. Ouais. Si on prend un petit peu de hauteur, ça fait donc un peu plus de 20 ans que tu bosses dans les médias. J'ai les cheveux blancs qui poussent. Ouais, pas autant que moi. Quel regard tu portes sur le marché de l'information digitale par rapport à tes débuts de carrière? Là, tu parlais de petits, tu vois, au début, télé 7 jours, machin, etc. Et aujourd'hui, tu vois, l'espèce de haute couture un peu entre le produit, l'A/B testing, etc., les écrins que sont en train de faire. C'est quoi un peu ton regard sur cette évolution? Ouais, il s'est incroyablement professionnalisé. Alors, je parle pas de l'époque télé 7 jours où on copiait-collait sur je sais même plus quel outil on utilisait, mais on allait piocher dans WordPress pour mettre sur un site statique c'est en dur. Non, il s'est incroyablement professionnalisé. Moi, j'ai connu une époque où il y avait pas de formation, on inventait les métiers. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a un niveau d'expertise qui a vraiment évolué. On fait beaucoup moins n'importe quoi que ce qu'on avait pu faire. Et me revient cette période où tout le monde trafiquait les audiences des sites en achetant des visiteurs uniques avec de jeux concours. Aujourd'hui, ces pratiques-là de pirates et de filous, on peut pas dire qu'elles ont totalement disparu, mais aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus rigoureux et sérieux dans la façon de générer des audiences. Ça s'est formidablement complexifié avec les réseaux sociaux. Mais c'est pareil, c'est passionnant. Et quand on essaie de réfléchir en termes de cible, ça nous permet finalement d'aller toucher beaucoup plus de gens. Voilà, plus compliqué.
toujours aussi difficile en termes de modèle économique. Hein, c'est toujours aussi compliqué de faire comprendre à la société que l'information a une valeur et un rôle sociétal, mais que ça a un coût. C'est un coût, ouais. Voilà, après, on a tous nos modèles. Il y a les modèles gratuits financés par la publicité, les modèles payants. J'allais dire les modèles publicitaires avec du contenu en dessous, c'est presque une troisième branche, mais... Le petit tacle. Voilà, ça c'est incroyablement professionnalisé. C'est toujours aussi difficile de tenir des économies. C'est un métier passion, comme on dit. Et ça c'est un secteur passion. Voilà, ça le reste. Ouais. Et là, si on se projette un petit peu, là, c'était regarde un peu dans le rétroviseur, mais si on se projette, c'est quoi les innovations sur lesquelles vous penchez? Alors, t'as parlé déjà de pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a des formats ou des innovations que vous regardez? Alors, les innovations, on a parlé des innovations éditoriales, et ça, elles s'inscrivent vraiment dans cette stratégie de distribution, et ça, on va évidemment continuer à creuser ça. Il fallait forcément qu'on parle un peu d'IA, donc bien sûr que nous, on travaille sur ces... Il faut caser le mot IA. On travaille évidemment sur ces sujets-là. Alors, on a un travail qui est à la fois, évidemment, groupe, avec des réflexions sur le cadre éthique, le cadre juridique, le cadre technique qu'on peut mettre en place. Ça, c'est pour assurer en interne. Mais sinon, concrètement, vous avez des POC, vous avez fait des choses? Ouais, on travaille sur des POC qui sont très, très, très concrets, qui sont... et ça, c'était une volonté. C'est avant de se dire on part bille en tête, on va aller sur des choses qui peuvent avoir une certaine efficacité. Donc, on travaille beaucoup. Et encore une fois, ça, c'est la vertu de maîtriser son CMS. On travaille beaucoup sur les enjeux de productivité et comment est-ce que, avec de l'intelligence artificielle, on aide la rédac à aller plus vite dans la publication, plus vite dans la suggestion de tags, plus vite dans la catégorisation des contenus, plus vite dans la correction. Voilà. Donc là, pour l'instant, la proposition de titre. On n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Et pour être très franc, on l'exclut pas, mais on n'a rien de très très concret. On a évidemment des réflexions sur comment est-ce que encore une fois, on aide la rédaction à mieux éditer. Maintenant, nous, on est très... Et des nouveaux produits? Des nouveaux produits générés par l'IA, de nouvelles interfaces conversationnelles. Non, très honnêtement, on n'en est pas là. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas demain qu'on aura un contenu généré par de l'IA qui arrivera sur un de nos supports. On croit encore et même peut-être plus que toujours, que le métier du journaliste, il a un sens et il a un rôle, c'est d'être le témoin de la vérité, et que donc il faut être très très clair sur qui fabrique une information. Donc c'est pas demain que on aura un contenu généré par une IA qui sera sur nos supports. Voilà, maintenant. Oui, qui sait, demain, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il n'y a pas de contenu aujourd'hui généré par l'IA sur TF1 Info. Absolument pas. Et tes priorités pour 2024, on est en début d'année. Priorité, grosse année d'actu. On a quand même des beaux sujets. Nous, on a un euro, puisque on aura les droits de l'euro de football. Donc, on a ce moment à passer, qui est toujours un moment assez fort. On a fait une très 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 belle Coupe du Monde de rugby sur TF1 Info, avec presque 9 millions de vidéos vues. Et on a cette chance, en fait, de bénéficier des droits des images. Donc, ça doit un petit peu aider. Ouais, ça aide un peu de se dire qu'on est le seul média d'information sur lequel tu peux revoir les buts. Voilà. Ça, c'est sûr que ça aide. Mais il y a par ailleurs tout le traitement que les rédactions de TF1 vont faire autour de l'événement. Donc ça, on va beaucoup travailler dessus et on aura des propositions. On va sans doute surfer sur ce qu'on a fait sur la Coupe du Monde de rugby, avec notamment un format de suivi de live qu'on avait voulu un peu enrichi. Donc on a créé des petites cartes spéciales pour les règles, parce que le rugby c'est un peu compliqué à comprendre parfois. Il y a encore beaucoup de vulgarisation à faire sur les règles d'accompagnement des téléspectateurs, quoi. C'est ça. Donc on a cet événement-là, il y a les JO, et là pour le coup, même si on n'a pas les droits, on est à peu près convaincu que ça va avoir un tel impact sur la société française que évidemment on sera présent. Il y a l'élection du maître du monde à la fin de l'année aux USA, qui promet d'être quand même globalement assez rock'n'roll. Donc là aussi, on va être très très présent, avec notamment la chaîne LCI qui mettra évidemment le paquet, parce que l'international, c'est vraiment leur ligne aujourd'hui. Et donc, on s'appuiera beaucoup sur ça pour avoir une proposition hyper solide par rapport à nos utilisateurs.
Et puis, gros sujet autour de la data, on en a un peu parlé, ses ambitions d'accélérer fortement sur l'embasement, sur la data, sur une approche plus globale de l'expérience TF1 autour de la data. Continuer et évidemment renforcer les synergies avec TF1+, pour avoir encore une fois, cette expérience TF1. Alors ça a l'air bizarre de le dire comme ça, parce qu'on veut pas que les gens passent leur vie avec TF1, mais on est content s'ils le font parce que les contenus sont bien. Mais Oui, vraiment il y a une guerre de l'attention, il faut être cohérent. Donc, tu préfères qu'ils viennent sur TF1 qu'ils aillent ailleurs. Même. À choisir, tant qu'on se dévoie pas pour le contenu, oui, je préfère Voilà. qu'il soit sur, Exactement. je préfère qu'il soit sur TF1 et qu'effectivement toute la journée ils suivent les remaniements et les grands événements du monde sur TF1 Info dans leur poche, et que le soir ils fassent un JT à 20h en streaming, et puis ils peuvent ensuite enchaîner avec un beau programme TF1 ou une belle série, et c'est très bien. Exactement, dans un monde idéal. Super, Julien, on arrive au bout de cet épisode. Est-ce que t'as un truc cool à nous partager? C'est le gimmick de Mediarama, tu le sais. Alors, un ou plusieurs. Alors, d'abord, juste, moi, j'ai un truc cool à partager, pas comme je l'ai pas dit en introduction, c'est que tu es auteur de BD. Pareil. Ah, c'est marrant parce que le truc cool que j'avais en tête, il va nous raccrocher à ça. Ah bon, eh ben, écoute, voilà. Donc, je le dis, je mettrai un lien. T'as sorti une BD il y a quelques mois de ça, je sais plus exactement quand. Je crois que c'était à la rentrée, vers septembre. Ouais, c'était en mai. En mai. Ah, ok, donc c'était un peu plus ancien que ça. Demain commence aujourd'hui. C'est ça, chez Larousse. Voilà, alors je crois que pour la petite histoire, tu avais commencé à faire un peu des dessins sur Insta pendant le confinement, ou alors ça a peut-être plus cartonné pendant le confinement, où j'invente l'histoire. Non, c'est pas ça du tout. Non, l'histoire c'est complètement ça. Le confinement c'était l'enfer pour tout le monde, et donc pour moi aussi, et donc chacun cherchait un peu sa bulle. Ben moi je l'ai concrètement trouvé en faisant des bulles, en me remettant au dessin et en me disant tiens je vais en profiter pour essayer de craquer l'algorithme d'Instagram. Et donc j'ai créé un compte où j'ai commencé à faire des dessins autour d'un sujet, et c'est là où on va se raccrocher au sujet du réchauffement climatique avec mon anecdote après. Mais voilà, je voulais parler de ce sujet-là. Je voulais faire des dessins humoristiques. J'ai une petite carrière de dessinateur de presse aussi par ailleurs, il y a quelques années. Et voilà, et puis petit à petit un projet est né, un éditeur a toqué à ma porte, et puis le projet s'est fait. Aujourd'hui c'est un bouquin, c'est une grande fierté. Ouais, aux éditions Larousse, avec ce personnage qui est sorti un peu parmi les autres, hein. C'est marrant aussi parce qu'en fait c'était un personnage parmi d'autres, Astrid. Ah ouais, Astrid, c'est vraiment, elle est apparue toute seule un jour dans un dessin. J'ai dessiné une petite fille, et puis tout d'un coup j'ai su comment elle s'appelait, et puis le lendemain quand j'ai refait un dessin, j'ai pensé à travers elle, et en fait elle s'est imposée. C'est devenu le personnage central de mes petites histoires, et ces petites histoires à la fin elles se refait un livre. Voilà, donc Voilà, bravo, t'as sorti ton bouquin, donc je vous invite à regarder ça, et donc aux éditions Larousse, demain commence aujourd'hui. Ouais, et donc toi, pardon. Et donc truc cool à partager, c'est marrant, je voulais parler de ça. Ça nous amène à parler des sujets autour des enjeux climatiques. C'est un sujet qui évidemment est pris très très au sérieux au sein du groupe TF1, avec une feuille de route au sein des rédactions, des formations. Tous nos journalistes qui ont été formés à la fresque du climat, y compris les présentateurs, les patrons de rédac, tout le monde y est passé. Et aujourd'hui, Notre Planète, qui est donc notre signature, qui est aussi une chaîne linéaire digitale sur TF1+, elle est très présente. Et pour l'anecdote, on a reçu Jean-Marc Jancovici à TF1, on va dire courant début décembre, je me souviens plus exactement quand, qui nous a assez ouvertement critiqué sur le fait qu'on n'en faisait pas assez. Et puis 2 semaines après, Yanni, on aura pas mal parlé de Yanni finalement, mais Yanni a sorti un sujet absolument exceptionnel au JT que vous pouvez voir, hein, il suffit de taper les causes du réchauffement climatique TF1 Info, vous allez retomber dessus. Un sujet assez extraordinaire de 6 minutes qui a été filmé en vidéo volumétrique. C'est une technologie hyper innovante qui crée complètement une immersion, et donc ce sujet-là, c'est quasiment 6 minutes d'animation avec nos meilleurs incarnants vraiment embarqués. On a François Langlais qui se retrouve au 19e siècle au milieu d'une fabrique je sais pas ce que c'est d'ailleurs, une usine au cœur au cœur de l'Angleterre. On a Evelyne Delia qui se retrouve dans un espace hyper innovant pour raconter la courbe du réchauffement climatique. Et non seulement ce sujet, il est incroyable dans sa forme, mais il est aussi super pertinent sur le fond, tant et si bien qu'on a eu l'honneur que Jean-Marc Jancovici nous fasse un magnifique post LinkedIn en disant « Là, j'avoue, je m'attendais pas à ce que TF1 fasse
en 6 minutes ce que j'ai essayé de faire avec ma bande dessinée Le Monde de demain. Et ils ont réussi à synthétiser en 6 minutes d'une façon brillante ce que nous on a voulu dire avec Christophe Blain, avec cette bande dessinée qui accessoirement a beaucoup plus de succès que la mienne et puisqu'ils ont largement dépassé le million d'exemplaires. Oui, moi j'y suis pas. C'est un énorme succès, mais ça viendra. Voilà, et donc t'as qu'à faire la prochaine avec Janco. Hein, et merci Janco. En tout cas, on est très fiers d'avoir donné le change et on est accessoirement on est très très fiers de ce sujet que vraiment je serais heureux que ceux qui n'ont pas vu puissent découvrir. Je mettrai un lien dans les notes de l'épisode vers ce sujet vidéo de TF1 Info. Merci Julien. Merci François. C'était un vrai plaisir de t'avoir et puis de plonger un petit peu dans TF1 Info, en savoir un petit peu plus 2 ans après. Donc bravo encore une fois pour tout ce travail, même si c'est pas terminé, que tu vois, début d'année, on remet les compteurs à zéro et c'est reparti. Affaire à suivre. Affaire à suivre, exactement. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.